Bienvenue pour VYP, le magazine qui s'intéresse à celles et ceux qui font l'actualité dans le département des Yvelines, émission que vous pouvez suivre en direct ou en replay sur tv78.com et également en podcast sur de nombreuses plateformes. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Onomo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes producteur de cinéma, de télévision. Vous êtes arrivé, vous aviez 10 ans avec votre famille. C'était au Clé-sous-Bois en 96. Ensuite, vous avez déménagé du côté de Villepreux en 2004 et vous vivez aujourd'hui à Plaisir. Plusieurs œuvres remarquables que vous avez déjà produites. Funan, qui a été lauréat au Festival du film d'Annecy, si je ne me trompe pas, ou encore la série documentaire African Empires, où vous explorez des histoires fascinantes d'avant la colonisation africaine. Ça a été diffusé sur TV5 Monde et ce le sera bientôt sur Canal+ Afrique. Et puis vous êtes aussi, comme on dit, dans la short list pour les Césars, catégorie court-métrage d'animation avec La forêt de Mademoiselle Tang. Voilà pour les quelques œuvres. On va parler de tout ça forcément, de votre parcours, de votre regard sur le 7e art. Tout d'abord, peut-être un mot sur ce court-métrage, La forêt de Mademoiselle Tang. C'est entièrement en dialecte du sud de la Chine. Ouais. L'histoire d'une famille sur 6 générations. Il y a un message fort qui est véhiculé à travers cette réalisation. Oui, c'est un projet qui était très ambitieux de par son format, parce que c'est un film de 40 minutes. Donc ce qui n'est pas usuel pour un court-métrage. Mais c'est vrai que j'avais une relation préexistante avec le réalisateur. J'avais produit son premier long-métrage, Funan, et quand il est venu me voir en me proposant ce projet, je lui ai dit que au départ, je n'étais pas super chaud, pour être honnête, parce que je ne sais pas trop faire pour ce qui est des formats courts. Mais la logique, la politique dans la société, c'est d'être dans l'accompagnement des talents, finalement, quel que soit leur message et leur format. Et pour Denis, c'était un film qui était important parce que ça fait partie de son histoire. Une histoire familiale qui a commencé il y a très longtemps en Chine et qui s'est poursuivie au Cambodge et qui se poursuit aujourd'hui en France. Et il avait à cœur de faire ce film dans ce dialecte, donc le Teochew, qui est un dialecte chinois et parlé aujourd'hui par une communauté chinoise qui a immigré au Cambodge. Et c'est un peu un film de patrimoine finalement, puisque il y a très peu de gens aujourd'hui qui parlent ce dialecte dans le monde. Et l'idée, c'était d'en garder une trace à travers un film. Et donc c'est l'exercice auquel on s'est prêté avec ce film et qui aujourd'hui nous permet effectivement d'être shortlisté pour les Césars. Et vous serez fixé fin janvier sur la participation ou non dans la catégorie court-métrage d'animation. On souhaite d'y être et bien évidemment de le remporter. C'est une production, je voulais commencer par ça parce que ça illustre effectivement bien la ligne directrice de votre société. Il y a plusieurs studios de production au sein de votre société, So Media Invest, et ensuite il y a les sociétés de production. Mais la philosophie, c'est de mettre en avant les talents émergents. C'est de s'intéresser à une vision multiculturelle, ambitieuse, autour de l'Afrique, les Antilles, les Caraïbes aussi, principalement. Pourquoi ces choix? Est-ce que c'est lié à votre histoire ou à un intérêt particulier? Ouais, les deux. Ouais. C'est lié à mon histoire, c'est lié à un intérêt particulier. Mon parcours a fait que pendant 11 ans, j'ai travaillé dans une société où j'ai pu exprimer ma curiosité en tant que producteur. Et puis quand j'ai décidé de me lancer dans je dirais, l'évolution de ma propre société, là, je voulais que les programmes, les films ressemblent à l'expression de ma personnalité en tant qu'individu. Et donc, c'est vrai que ce sont des territoires, des thématiques qui font partie de mon quotidien depuis que je suis né. Et j'avais à cœur d'offrir une représentation plus importante à ces talents qui sont pour moi sous-représentés dans le paysage audiovisuel et cinématographique européen et pas uniquement français par ailleurs. Et du coup, je me disais que là où moi je pourrais être utile en tant que producteur, en tout cas, c'est dans le fait d'accompagner ces talents-là. Parce que les autres films, il y a de super producteurs qui savent les faire. Et ceux-là, pour moi, il y avait un manque. Et donc, je préférais me concentrer sur ça. Et est-ce que ça fonctionne? Comment vous percevez votre rôle et quel impact ça a, sachant que vous êtes aussi vice-président du syndicat des producteurs indépendants? Ouais. Aujourd'hui, voilà, quel impact ça a et comment vous voyez votre rôle justement? Ce message commence à infuser?
Ouais, ça commence à infuser. Alors ça commençait à infuser sans moi, mais en tout cas, moi, pour moi, à l'endroit où je me situe, oui, c'est quelque chose d'important de me lever le matin en me disant qu'on va se battre, entre guillemets, pour faire exister des films. Et pour moi, il y a toujours cette nécessité dans tout ce que je fais d'y mettre du sens. Et ça, cette ligne éditoriale-là qu'on a au sein de la société, c'est ce qui me permet de mettre du sens dans les films qu'on accompagne et dans les auteurs qu'on accompagne et dans la temporalité dans laquelle on les accompagne. Parce que toutes ces aventures filmiques et cinématographiques sont des aventures qui prennent beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'espace aussi dans nos vies personnelles. Et donc, comme pour un mariage, on a besoin d'être sûr que ce sont les bonnes personnes, les bons projets pour accorder ce temps et cet espace dans nos vies, parce qu'un film d'animation, c'est 5, 6, 7 ans concentrés sur ce projet-là. Un film de fiction, c'est 3, 4 ans. Et dans des vies, ça représente quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et pour la série African Empires, qui sera bientôt sur Canal Afrique, donc je rappelle, ça explore l'histoire africaine d'avant la colonisation, donc c'est des histoires très souvent méconnues. Comment vous les avez abordées et comment s'est passé le travail un petit peu dessus? Ça a été là aussi une aventure qui a été longue, mais qui à la fin, humainement et artistiquement, nous a vraiment nourris. Moi, j'ai grandi en fait avec un manque de ces histoires. Je suis français, d'origine camerounaise, mes parents viennent du Cameroun. Et pendant toute ma scolarité en France, on n'en parle jamais. On parle de l'Afrique coloniale, mais on ne parle pas de l'Afrique post-coloniale qui existait du coup avant ça. Et surtout, il y a une forme de discours qui veut que l'Afrique n'ait pas d'histoire. Ou pour reprendre les termes d'un ancien président, n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire. Et en vrai, ça ne correspond pas à la réalité des faits. Cette histoire, elle est présente dans notre quotidien, mais on ne le sait pas parce qu'on ne l'a pas appris. Voilà. Et moi, je l'ai appris tardivement, durant ma scolarité supérieure. Donc, j'ai quand même attendu d'arriver à l'université pour avoir connaissance de ces histoires-là. Et je me suis dit quand même que si j'avais eu accès ou ne serait-ce qu'un nuage ou un faisceau de connaissances de cette histoire en amont, à titre personnel, je me serais probablement construit d'une manière plus différente où les coups que j'ai pu prendre auraient été moins forts parce que j'aurais eu d'autres accroches pour, si je puis dire, me défendre. Et donc, quand je produis African Empires aujourd'hui, je me dis que d'abord, je trouve que culturellement, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé avant, pas que pour des afro-descendants, mais pour tout le monde. D'une part, et ensuite je me dis que ça peut être utile pour ceux qui ont cette culture-là dans leur gène, de connaître cette histoire pour que eux n'aient pas à subir ce que moi ou d'autres on a subi durant notre enfance sur un manque de connaissance de cette histoire-là. Sans être trop pompeux peut-être, mais vous vous sentez investi aussi en une certaine manière d'une mission par rapport à tout ça, quand on voit souvent les jeunes qui sont perdus, manque de repères parce que manque de connaissance de leur histoire. Parce que vous l'avez dit, collège, lycée, toute cette partie-là de l'histoire, on n'en parle jamais, quoi. Je me sens pas investi d'une mission, ça fait un peu prophétique ou christique, je sais pas, mais en tout cas, encore une fois, moi je dirais surtout que ce que je veux, c'est mettre mon temps de manière, à contribution de manière utile. Et à l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire forger une culture et des imaginaires à un public, c'est l'endroit où moi je me sens le plus utile dans mon travail au quotidien. Donc à partir de là, sans que ce soit une mission, on essaie simplement, avec toute l'équipe, de se dire que
voilà, ce film, ces histoires font sens dans un espace culturel, médiatique où il y a peu ces propositions-là, et où elles, du coup, viennent rencontrer quand même un public. Et après, on se dit que potentiellement, ceux qui vont avoir accès à ces histoires se coucheront nourris d'autres informations et se lèveront le lendemain avec une autre approche peut-être plus complète du monde, même si c'est infinitésimal dans tout le flot d'images qu'on a aujourd'hui au quotidien, mais au moins on aura l'impression, et en tout cas c'est les retours qu'on a, d'avoir été utile, ne serait-ce que sur un programme pour permettre à une audience aussi large que possible de se nourrir de ces récits. Cette audience, justement, là, c'est une diffusion sur Canal Afrique, il y a eu TV5 Monde aussi. Cette série, comme d'autres projets que vous avez pu produire, n'ont pas leur place sur une antenne plus large, un Canal Plus classique, puisque vous vous adressez, vous l'avez dit, pas uniquement aux afro-descendants, quoi. Bien sûr, donc, bien sûr. Bah, moi, j'aime c'est un regret. Non, en fait, j'aime bien dire que c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Oui, forcément. Voilà. Moi, mon travail, c'est d'identifier ces récits, d'identifier ces porteurs de projets, de faire en sorte de les produire de la meilleure manière possible, dans les meilleures conditions possibles, et que derrière, ce soit à la portée du public. Tous ces partenaires, évidemment, moi, je vais les voir. Après, pourquoi ils ne prennent pas le programme? Moi, j'ai pas la réponse. Et je vais vous dire, j'ai arrêté non, je me pose plus la question. Je préfère être concentré sur le présent et être dans l'action. Ils veulent pas, bon, bah, c'est pas grave, on passe à autre chose. Il y a des partenaires que ça intéresse. Ils mettent moins de moyens, mais ils ont envie. Bah, autant faire les choses avec des gens qui ont envie, plutôt que de les faire avec des gens qui n'ont pas envie et qui vous donneront pas les moyens et qui derrière, par ailleurs, vous diront, ben regardez, c'était pas si bien que ça. Là, on a fait avec des gens qui ont envie et c'est ce qui nous drive aussi au quotidien. C'est que c'est pas toujours évident de produire ces œuvres, mais on les fait avec des gens qui ont envie et derrière, tout le monde est satisfait de ce qui se passe et sur African Empire, ça dépasse nos espérances au regard de la configuration qu'on avait, de voir les retombées médiatiques et progressivement économiques. Il y a ce travail que vous menez sur les différentes civilisations. On a parlé de l'Asie, on a parlé de l'Afrique aussi. La culture urbaine aussi, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN, de votre ADN et de l'ADN de vos différentes structures de production. Il y a eu le documentaire Rudy Gobert numéro 27 qui est actuellement aussi en replay sur MyCanal et puis qui a été diffusé ou qui sera diffusé sur France Télévisions aussi. Ouais, qui a été diffusé sur France Télé, qui est en replay sur France Télé. Qui est effectivement aussi disponible sur MyCanal. Alors comment il est né ce projet, sachant que justement l'idée c'était aussi de plonger dans les racines de Rudy Gobert, ce joueur de basket français, pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui joue aujourd'hui en NBA, un des piliers de la NBA actuelle. Comment vous en êtes venu à raconter son histoire? J'ai rencontré Rudy en 2015 quand il commençait son parcours en NBA et on s'est un peu, entre guillemets, perdu de vue jusqu'à 2020. Voilà, 2020, on s'est retrouvés autour d'un déjeuner pour parler de faire un projet de film sur son parcours. Et c'est vrai que dans mon métier, j'ai la chance de côtoyer des artistes, des sportifs, etc. Et encore une fois, je suis toujours à la recherche mais qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on va raconter au-delà d'une dimension, entre guillemets, qui pourrait être celle du bling-bling, qui, moi, personnellement, ne m'intéresse pas parce que mon quotidien est dedans et c'est pas la vraie vie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir qui était l'homme derrière le sportif. Celui que tout le monde voit avec tout le faste qu'on peut imaginer d'une ligue comme la NBA. Et durant ce déjeuner, en fait, je pose une question à Rudy qui est: à quel moment tu as su que tu allais devenir ce joueur NBA extraordinaire que tout le monde voit
aujourd'hui. Et il me répond du tac au tac. Le jour où j'ai reçu la lettre de refus pour mon entrée à l'INSEP, j'ai su que j'allais devenir un grand joueur de basket. Et là, je lui dis, bah, tu sais quoi, le film, il commence là. L'INSEP, c'est le centre de formation pour tous ces basketteurs où sont Ouais. passés les Tony Parker et autres. Exactement. Mais là, lui, il a reçu cette lettre de refus. Exactement. C'est ce qui l'a motivé ensuite. C'est ce qui l'a motivé. Et à partir de là, je lui dis, mais en fait, c'est ça le film. C'est ça qu'on doit raconter. C'est comment, en fait, tu reçois cette lettre et personne ne croit en toi à ce moment-là. Mais toi, tu as une confiance tellement exceptionnelle en tes capacités que tu te dis, ok, je vais montrer à tout le monde qu'ils se sont trompés. Mmh. Et finalement, je pense que c'est un miroir de ce que moi j'ai vécu dans mon parcours aussi, où on m'a toujours dit dans mes débuts, tu ne pourras pas faire de cinéma parce que je venais pas d'un monde familial, social, où le cinéma était quelque chose d'envisageable. Mais j'avais tellement cette envie de travailler dans cette industrie que je me suis dit, bah ok, je vais vous montrer que je peux. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans mes échanges avec Rudy, c'était que, évidemment, toute proportion gardée, mais en tout cas, il y avait cette motivation qui me semble être intéressante pour toute une jeunesse, de montrer que, en tout cas, si on se donne les moyens et qu'on travaille, on peut se rapprocher de ses objectifs ou s'en découvrir des nouveaux ou réussir à des endroits où on n'imaginait pas que c'était possible parce qu'on ne se laisse pas, je dirais, entraîner par un déterminisme social ou sociétal. À vous écouter dans les projets que vous défendez, que vous produisez, que ce soit Rudy Gobert, que ce soit le court-métrage animé sur l'Asie dont on parlait, cette histoire de génération, c'est toujours des histoires de combat. Vous vous retrouvez dans chacun des projets, en fait. C'est des histoires de combat, de se prouver des choses à soi-même, de revenir sur la civilisation africaine qui existait avant le colonialisme et qui était riche avant ça. Je dirais que c'est des histoires de transmission. C'est des histoires de transmission d'un patrimoine, c'est des histoires de transmission de valeurs, c'est des histoires de transmission parce que d'une manière presque égoïste finalement, depuis que je suis père, tonton, bah, je me dis que j'aimerais que mes enfants, mes nièces, neveux, ne grandissent pas avec ce manque que moi j'ai eu quand j'étais plus jeune. Et par extension, j'imagine que d'autres l'ont eu aussi, et que du coup, les films qu'on produit, les personnalités qu'on met en avant, les artistes qu'on accompagne, sont des gens qui sont inspirants pour ces nouvelles générations. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, nos jeunes ont besoin d'être inspirés par des gens qui ont des parcours positifs et qui cherchent à transmettre cette positivité pour qu'ils soient moins perdus. Voilà. Et vous avez l'impression que ça évolue favorablement au sein du cinéma? On reproche beaucoup à l'industrie du cinéma, ou toutes les productions qui peuvent sortir, séries, télé, autres, cette espèce de wokisme, on efface tout, on nie toutes les histoires qui ont pu se passer, on ne cherche plus à comprendre, ce multiculturalisme que vous défendez, ces histoires, ces personnages que vous défendez, Ouais. vous avez l'impression que vous n'êtes pas le seul à le faire, quoi? Non, je pense qu'il y en a d'autres qui le font. Je pense qu'on est peu, parce que c'est un vrai choix, c'est un vrai parti pris de consacrer une ligne éditoriale à ces sujets, à ces personnages, à ces personnalités. Mais encore une fois, je le fais moi à titre perso sans trop me poser de questions parce que pour moi ça fait sens. Après c'est vrai qu'on est dans une industrie qui a tendance à se regarder un peu le nombril. Et je dis ça, je peux m'inclure dedans aussi à certains moments, parce qu'on est tous
voilà, la tête un peu dans le guidon et pas forcément toujours connecté aux réalités du monde. Mais 2023 a été assez rude sur le fait de nous rappeler qu'il y a un certain nombre de réalités et que c'est bien de raconter ces histoires pour que les gens, dans ce qui se passe autour du monde, aient davantage de clés de compréhension. Voilà. Et nous, quand on fait tout ce qu'on a pu faire, on imagine que ça peut donner des clés de compréhension supplémentaires à ce qui se passe dans le monde, sur certains conflits, certaines histoires aussi qui se passent en France, etc. Et de dire, comprenez de manière plus large quelle a été l'histoire, de manière à aussi peut-être ne pas répéter les mêmes erreurs. On va parler d'histoire encore pendant les 5 minutes qui nous restent pour cette émission avec vous, Sébastien Onomo, sur votre métier de producteur et votre histoire. Votre prochain projet qui est en cours de montage, qui a déjà été tourné, c'est une figure de l'anticolonialisme que vous mettez à l'honneur. C'est Frantz Fanon, philosophe, écrivain, né à Fort-de-France. Il s'est impliqué notamment dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Il a analysé la dépersonnalisation entraînée par la colonisation aussi, on y revient. Il s'est battu contre le racisme, ça va de soi. Il est aussi admiré par Sartre, il a des liens avec Sartre aussi pas mal. C'est tous ces aspects-là que vous allez mettre en lumière. Quelle est la ligne directrice de cette histoire à venir? Oui, c'est ça. On a choisi la période algérienne de ce personnage, c'est-à-dire le moment où il arrive en Algérie avec sa femme pour diriger l'hôpital de Blida, et où finalement vont se rencontrer, je dirais, son approche théorique de son travail de penseur entre le rapport entre colons et colonisés, et un peuple, celui d'Algérie, qui veut recouvrir sa totale indépendance. Et là, ce personnage, cette figure, se dit que c'est en Algérie que je pourrais, de manière concrète, appliquer ou mettre en lumière ce que j'ai théorisé jusqu'à présent entre le colon et le colonisé. Et donc nous, on fait un focus sur cette période qui nous semblait être la plus parlante de son parcours d'étoile filante, parce que c'est quelqu'un qui est mort à 36-37 ans d'une leucémie foudroyante, et qui, en l'espace d'une vie très courte, aura laissé un legs fondamental dans la compréhension d'événements qui se passent notamment aujourd'hui. Mais là aussi, on est sur une histoire qu'on n'apprend pas au collège, qu'on n'apprend pas au lycée, qu'on n'apprend pas à l'école, aux plus jeunes. Ouais, et c'est encore une fois une des raisons pour lesquelles moi je considère finalement qu'on crée des outils filmiques, cinématographiques, qui sont des ponts culturels, pédagogiques, que pourront utiliser des enseignants pour raconter cette histoire de manière différente au jeune public ou au public tout court. Parce que, encore une fois, nous, on ne les a pas eus quand on était plus jeunes. Et peut-être que si on les avait eus, ça nous permettrait aujourd'hui de mieux appréhender les événements qu'on vit aujourd'hui collectivement, et qui sont, pour beaucoup, juste des répétitions de l'histoire passée. Merci beaucoup, Sébastien Onomo, d'être venu sur ce plateau parler de votre studio de production. Mais on l'a bien compris, parler de plus que ça, de beaucoup plus que ça. On espère que ça vous a inspiré aussi, enrichi. Émission que vous pouvez réécouter en podcast ou en replay sur notre site internet également. VYP revient très bientôt, et puis je vous invite à découvrir toutes les productions de Sébastien Onomo. Il y a le nom du studio de production qui s'affiche pour ceux qui nous suivent à la télé, en dessous, en bas de votre écran. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci Wilfried.